Richard Pitoua, bonjour. Bonjour. Les forces armées de la RDC viennent de lancer une offensive d'envergure contre le milicien en Ituri. 2 hélicoptères appuient également l'opération avec des bombardements, notamment le 30 juin, jour de la commémoration de l'indépendance. 7 miliciens sont tués. La question évolue-t-on vers une neutralisation complète de groupes armés en Ituri? Une neutralisation complète, je ne pense pas. D'autant que ce n'est pas une première offensive pour en finir avec les miliciens. On va se souvenir qu'en juin 2019, une opération qui a été conduite par l'ancien chef d'état-major général, le général Tango Fort, avait détruit les bastions des Codeco dans la forêt de Ouagadougou. Il y a eu plusieurs dizaines de miliciens qui ont été tués après des bombardements et l'appui des troupes au sol. 3 militaires avaient même perdu la vie. En juillet 2021, l'état des sièges a lancé une offensive avec hélicos de combat et des troupes au sol. À Kobu, il y a eu beaucoup de morts. Beaucoup de miliciens ont été tués aussi. Alors vous allez remarquer que ces affrontements, ça intervient après que le porte-parole a donné un bilan macabre de ce qui se passe dans la zone minière. Après près d'1 mois ou plus, 45 personnes ont été tuées, parmi lesquelles 5 soldats. La société civile avance même un bilan plus lourd. D'après le porte-parole de l'armée, ces tueries étaient l'œuvre des miliciens Codeco et ceux du groupe Zaïre dans leurs attaques et représailles pour le contrôle des mines d'or. Et justement, c'est l'or qui complique les opérations, nous pensons en Ituri. Parce qu'à ces jours, les miliciens se battent plus pour le contrôle de l'or, qui sont devenus des millionnaires en dollars. Malheureusement, certains militaires en déroute mordent à la maison et n'hésitent pas à vendre aux miliciens des tenues de munitions pour avoir l'argent. L'auditorat supérieur près la cour militaire de l'Ituri ici vient d'ouvrir même une information judiciaire au mois de juin contre 9 officiers des FARDC en opération contre les miliciens. Au mois de mai 2022, 3 civils et 8 militaires, dont 4 officiers, ont été condamnés à mort par la cour militaire pour avoir vendu des armes à des miliciens. Au-delà de ces raisons, il y a aussi des hommes politiques qui manipulent ces groupes armés pour se positionner. Et puis, il faut se poser la question: à qui profite la déstabilisation de l'Ituri, l'absence de l'autorité de l'État dans certains coins? Certainement que même les pays voisins en profitent pour extraire les coltans, les diamants et vendre les armes. Actuellement, selon certaines de nos sources, les miliciens sont en cours de munitions et ils sont en débandade face au feu du gouvernement. Et donc, les FARDC devaient profiter de cette occasion, si la volonté elle est là, d'anéantir complètement les miliciens. Je termine ta question par dire: est-ce qu'il faut nécessairement attendre un chiffre donné de morts, de bains de sang pour en finir avec les miliciens? Je crois que non. Alors, a-t-on une idée sur le mouvement de la population dans la zone de combat? Y a-t-il déjà assistance humanitaire et autres? Il est très difficile pour le moment de contrôler, de recenser les déplacements des populations parce que c'est dans tous les sens dans la zone minière. Principalement à Mongwalu, mais aussi autour des villages qui font objet des affrontements. Récemment, les notables et la société civile locale avaient alerté par rapport à des dizaines de corps qui errent ça et là en forte décomposition parce que tout simplement, il n'y a pas eu l'accès pour les enterrer. Même la Croix-Rouge a difficulté à accéder dans la zone. Le coordonnateur humanitaire Bruno Lemarquis, lors de son séjour au mois de juin 2024, a noté 450 personnes qui ont été tuées au cours des 5 premiers mois. Aussi, OCHA a enregistré près de 2 millions de déplacés du janvier 2021 au février 2024. Dans la zone minière, beaucoup perdent la vie parce qu'ils ne sont pas assistés et même les hôpitaux sont débordés. À vous entendre parler, la situation est très préoccupante. Pourtant, devant la presse, lors de la commémoration de 3 ans de son existence, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni, gouverneur militaire de l'Ituri, a vanté l'état de siège en Ituri. Il a parlé d'un bilan très positif. Êtes-vous d'accord avec lui, malgré que la société civile et l'UPC, à travers son porte-parole, a parlé d'un échec dans la sécurité? En effet, quand on compare la courbe de violence depuis 2021-22, on va remarquer que ça a diminué. Beaucoup de groupes armés ont cessé les hostilités, tels les FPIC, FRP, etc. Et comme je l'ai dit, les violences sont concentrées plus du côté de la zone minière. Même les ADF se sont vu leur capacité de nuisance diminuer. Et ça, c'est grâce à l'opération FRDC et UPDF. Ça, c'est positif. Les gens parlent du côté négatif parce que pour eux, il faut que les violences cessent complètement et qu'il faudra que les déplacés retournent dans leur milieu d'origine parce qu'ils sont en train de souffrir dans la ville de Bunia.
pas d'assistance, beaucoup d'enfants n'étudient pas et se sont transformés plutôt à des petits bandits et puis de petites filles prostituées à travers la ville. Justement, parlons de cette actualité, l'avancée de rebelles du M23. Dans un communiqué de presse du 30 juin dernier, le comité laïque de coordination craint une probable coalition de rebelles M23 en progression avec le rebelle ZADF et les groupes Zahir. Qu'en pensez-vous? Quand on voit le mode opératoire, en tout cas c'est différent les deux groupes. Les ADF sont plus à clandestinité et n'organisent pas l'administration, tandis que pour le M23 c'est le contraire. Et donc je ne pense pas qu'il y ait une alliance entre les deux. Par contre, pour le M23, par le passé, il y avait eu des tentatives d'alliance, mais du côté du sud, Irumo, les groupes armés tels les FRPI avaient refusé carrément une alliance. Alors, les FRDC avaient signalé qu'il y avait quand même des tentatives de coalition avec certains groupes ici à Ituri, des tentatives qui ont été étouffées par l'armée. Et donc ça avait échoué. Actuellement, nous devons faire un peu plus attention à ce que ces rebelles des M23 ne puissent pas encore tenter d'entrer en contact avec certains groupes armés qui sont en Ituri pour arriver à déstabiliser. Et ça, le gouverneur l'avait évoqué et était en train de suspecter certains groupes armés. Mais là encore, il faudrait vraiment que les services de renseignement fassent un grand travail pour éviter à ce qu'il y ait un lien quelconque entre les rebelles du Nord Kivu et les groupes armés de l'Ituri. Et c'est là où le gouverneur militaire, le général Johnny Luboya, a justifié quelque part la présence encore de l'état de siège pour contrer les effets de ce qui se passe au Nord Kivu en Ituri. Alors une situation très préoccupante. Butembo, Beni vont-ils tomber? Le M23 vont-ils conquérir les autres provinces? Butembo tomber, Beni tomber, je ne pense pas. Avec ce qui s'est passé à Kanyabayonga, avec la prise de Kanyabayonga et certaines localités, en tout cas, nous pensons que le gouvernement ne va pas se laisser faire. Le président Tshisekedi devait mettre tout en contribution pour contrer l'avancée et contre-attaquer. Déjà, nous avons vu sur le plan de justice 25 militaires qui ont été condamnés le 3 juillet. Ils ont été condamnés à mort pour dissipation de munitions de guerre, fuite devant l'ennemi, violation de consignes, pillage, etc. D'autres procès sont en cours en fait. Et pour arriver vraiment à repousser l'ennemi, il faut que l'armée arrive à détecter des failles pour les corriger. Les militaires doivent être dans de très bonnes conditions, bien payés et bien équipés pour faire face à l'ennemi. Appuyer tout cela par une forte diplomatie. Alors, finalement, que peut faire Kinshasa pour solutionner la guerre à l'est de la RDC en général, et particulièrement le conflit armé en Ituri? Si le M23 progresse rapidement, c'est pas que c'est une simple rébellion, mais c'est plutôt une rébellion qui est appuyée en hommes, en matériel et financièrement par le Rwanda. Ça a été toujours accusé par le gouvernement, d'ailleurs central. Et donc, le président Tshisekedi, au-delà de différentes troupes qui ont été mobilisées sur le terrain, il faudrait renforcer la diplomatie. Oui, il y a eu beaucoup de condamnations de la part des pays occidentaux, mais maintenant il faudra que ces pays arrivent à agir, à sanctionner par exemple le Rwanda et à les contraindre à retirer leurs troupes. Ça va changer beaucoup de données sur le terrain. Ça va même changer les rapports de force. Pour l'Ituri, en fait, au-delà de l'implication des leaders communautaires et des différentes communautés, il faudrait qu'on démarre effectivement avec le programme national de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. S'il faut que les FRDC maintiennent une force avec le feu, il y aura beaucoup qui vont déposer les armes et donc il faudra récupérer ces armes pour que ces miliciens, en fait ils sont des fils de l'Ituri, ils doivent être réinsérés dans la communauté. Et donc ces plans doivent marcher et réinsérer dans la communauté puisqu'ils ont commis des crimes. Il faudrait qu'il y ait instauration de cette justice-là transitionnelle pour désarmer le cœur, pour mettre un mécanisme judiciaire et non judiciaire à la recherche de vérité, de réparation et à prévenir de nouvelles violences. Richard Pitoua, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie.